Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à la 5e édition du Forum des circuits courts qui est organisé par les chambres d'agriculture de Bretagne. Donc, durant ces 3 prochains jours, vous allez pouvoir... J'essaye de faire dérouler mon diaporama, pardon. Durant ces 3 prochains jours, vous allez pouvoir suivre 13 conférences en ligne dont je vous ai remis les titres là sur la diapo. Aujourd'hui, nous allons parler de la vente en vrac. Donc, sujet devenu très tendance, ce système de vente est en très fort développement. Il permet de répondre aux attentes des consommateurs qui sont soucieux d'éviter le gaspillage, de réduire les emballages. Donc, pour parler de ce sujet, avec nous, nous allons accueillir Célia Reynesson, qui est directrice générale de Réseau Vrac, et Lucia Pereira, directrice juridique de Réseau Vrac. Elles vont donc nous expliquer quels sont les atouts de ce système de vente et aussi quelles sont les règles pour commercialiser dans de bonnes conditions. Avant de démarrer, je vous indique juste la durée de la conférence, environ 30 minutes de présentation et environ 20 minutes de questions-réponses. Pour que ça se déroule dans de bonnes conditions, vos micros sont coupés au démarrage. On les laissera couper durant la présentation et vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat, un petit bouton que vous devez avoir en bas qui s'appelle soit converser, soit discussion. Et si besoin, à la fin, si nous ne sommes pas trop nombreux, vous aurez la possibilité d'activer, de recouper vos micros pour poser vos questions ou expliciter une question si besoin. Donc, je vais laisser la main donc à Célia et Lucia pour leur présentation. Merci. Merci Véronique. Je vais partager mon écran. Ah, je ne peux pas démarrer. Oui, ça va être bon, je pense. Hop là. Super. Tout le monde le voit? Oui, ça fonctionne. Parfait. Bonjour à tous. Alors, Lucia et moi sommes très heureuses d'être présentes virtuellement parmi vous aujourd'hui. On va pouvoir, si jamais le son n'est pas bon et que ça coupe, n'hésitez pas à me le dire, puisque ma connexion Internet, là, n'est pas forcément très stable. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais juste fermer la fenêtre. Et la salle résonne. Voilà, donc j'en suis désolée. On vous entend très bien. Ça ne pose pas de problème. Parfait. On va démarrer comme ça. Donc tout d'abord, l'idée, c'était d'être sûr qu'on parle bien de la même chose et du coup de commencer par vous présenter la définition de la vente en vrac qui, on a bien de la chance, existe aujourd'hui dans notre code grâce aux actions de lobbying de l'association Réseau Vrac, puisqu'en fait, avant le 10 février 2020, la vente en vrac n'existait pas dans la loi. On avait un code de la loi qui était fait pour le préemballé, on avait un code qui était fait pour le service assisté, le service à la coupe, mais on n'avait rien pour le vrac. Et depuis le 10 février 2020, avec la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, notre pays bénéficie d'une définition de la vente en vrac, qui est celle que je vous ai écrite, présente sous l'article L120-1 du Code de la consommation, et qui se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, sous-entendu sans emballage primaire, en quantité choisie par le consommateur. Puisque le produit n'a pas d'emballage, la quantité n'est pas imposée, donc on peut choisir la quantité que l'on veut acheter, dans des contenants réemployables ou réutilisables. L'emballage, tout comme la quantité, ne sont pas imposés et le consommateur peut venir avec ses propres contenants. Lucia vous expliquera dans sa partie ce qu'il en est sur le droit et la responsabilité du consommateur par rapport à son contenant. Le vrac aujourd'hui répond à 2 enjeux principaux. Le premier, c'est le gaspillage des produits, puisqu'on vient de le voir, le choix des quantités, qui est unique aujourd'hui dans les modes de distribution, avec les services à la coupe, va permettre au consommateur de ne pas surconsommer et de pouvoir acheter uniquement selon ses besoins. Ça va également pouvoir lui permettre de maîtriser son budget.
Et la deuxième notion, le deuxième enjeu auquel permet de répondre la vente en vrac, c'est la réduction des déchets d'emballage jetables, puisque le consommateur peut venir avec ses propres contenants, qu'ils soient réutilisables ou réemployables, et donc non plus jetables, et permettre ainsi de venir réduire en aval de la distribution les déchets d'emballage ménager. Mais il y a des freins aujourd'hui à ce mode de distribution. Ces freins, l'association Réseau Vrac les a identifiés, et ça, c'est toute l'essence même de Réseau Vrac, c'est de pouvoir lever ces freins pour démocratiser la vente en vrac. Les premiers freins sont d'ordre de perception des consommateurs. Aujourd'hui encore, les consommateurs, la majorité des consommateurs, ou en tout cas ceux qui ne consomment pas encore en vrac, trouvent que le vrac est cher. Ils trouvent que le vrac est cher parce qu'en fait, historiquement, les produits vendus en vrac sont bio. Et bien que les produits vrac bio sont moins chers en majorité que leur équivalent préemballé, ils restent aux yeux des gens plus chers puisqu'ils sont bio. La perception d'une hygiène de rayons vrac qui ne sont pas forcément bien tenus peut être un frein à la consommation en vrac. La praticité, apporter ses contenants, savoir se servir, juger, trouver la bonne quantité à mettre dans son contenant. Toutes ces perceptions-là peuvent être un frein à l'achat en vrac et à l'inscription du vrac dans une habitude de consommation. Le fait aussi de ne pas avoir autant d'informations sur le produit qu'on a dans le préemballé. Le fait que son magasin de proximité, le magasin dans lequel on a l'habitude de faire ses courses ne propose pas de vrac, ou que les marques qu'on a l'habitude d'acheter ne soient pas en vrac, peuvent être des freins aujourd'hui du consommateur. Et le deuxième frein que l'on observe, c'est l'offre. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, tous les produits ne sont pas disponibles en vrac, que tous les magasins ne proposent pas encore forcément du vrac, et que la connaissance même de ce qu'est le vrac et de où on peut le trouver peuvent être encore aujourd'hui des freins pour généraliser ce mode de consommation. Alors, quelles actions on peut mettre en place pour généraliser ce mode de distribution? La toute première, ça a été, il y a 5 ans, la création de l'association Réseau Vrac pour répondre à ces enjeux. Aujourd'hui, nous fédérons plus de 1800 professionnels de la filière dans 14 pays, professionnels francophones, fabricants, transformateurs, équipementiers, prestataires de services, magasins spécialisés vrac, magasins bio et porteurs de projets. Pour démocratiser la vente en vrac, l'association mène des missions sur 3 piliers majeurs: structurer, développer et encourager ce marché, encourager ce mode de distribution et de consommation. Pour le structurer, notre association mène un certain nombre d'actions de lobbying pour faire évoluer le cadre législatif, faire sauter des freins sur des produits qui ne sont pas vendus, qui ne sont pas autorisés à être vendus en vrac, amener une définition de la vente en vrac, harmoniser les pratiques des distributeurs, des fabricants. Toutes ces actions-là, l'association les mène. On a également établi des formations métiers spécifiques à la vente en vrac, bonnes pratiques d'hygiène, réglementation de la vente en vrac, gestion d'un rayon vrac, etc. Et un certain nombre de groupes de travail pour réfléchir aux thématiques métiers, aux spécificités techniques comme les protocoles de lavage à domicile des contenants consommateurs pour les produits cosmétiques, mais également les durées de vie secondaires qui doivent être affichées pour les produits alimentaires. Lucia vous en parlera dans sa partie. Donc, on a développé toutes ces actions et on continue de les mener puisqu'au fur et à mesure, on les fait évoluer. Et on développe également le marché en parallèle en mettant en relation les acteurs, puisqu'on est un réseau professionnel. On a développé un certain nombre de services et d'outils, comme un guide juridique de la vente en vrac, un catalogue des fournisseurs. Là, on sort aujourd'hui des modèles d'études que vont pouvoir remplir nos adhérents pour calculer les déchets évités
et pour pouvoir donner des chiffres sur les impacts sociaux et économiques de la filière vrac. On noue un certain nombre de partenariats clés avec des financeurs ou des entités comme Enercop ou Biolinéaire ou EcoCert pour pouvoir faciliter le développement des activités de nos membres ou leur donner accès à un certain nombre de prestations à tarifs préférentiels. Et on a développé, organisé le Salon du Vrac, qui est l'événement, le seul événement aujourd'hui qui existe en Europe et même dans le monde, et qui rassemble tous les acteurs de la filière pendant 2 jours. On a des exposants d'une part et des magasins, des porteurs de projets d'autre part, qui viennent rencontrer leurs fabricants, leurs fournisseurs. Donc, toutes ces actions visent à accélérer le développement du marché. Et enfin, on encourage tous les acteurs à se mettre au vrac, qu'ils soient citoyens, collectivités, entreprises ou journalistes, par des prises de parole, par des ateliers, par des conférences, et notamment par la sortie du livre Vrac, mode d'emploi aux éditions La Plage, qui permet à tous les citoyens de se mettre au vrac et de venir apporter une réponse aux interrogations qu'ils peuvent avoir. Donc, depuis la création de Réseau Vrac il y a 5 ans, qu'est devenu ce marché-là ? Eh bien, c'est un marché qui s'est structuré et qui se développe fortement. Donc, l'association s'est créée au mois de mars 2016. À cette époque-là, on avait à peine 150 millions. C'était un marché qui représentait à peine 150 millions d'euros avant la création de Réseau Vrac. Et l'année dernière, on a terminé à 1,3 milliard. Donc, on a réussi à quasiment multiplier par 10 le marché de la vente en vrac. Et aujourd'hui, ce marché-là se développe partout. Donc, on a à la fois, et historiquement, dans les magasins à dominante alimentaire, donc dans la grande distribution, 70% des hyper et des supermarchés sont équipés aujourd'hui de rayons vrac, principalement des produits secs. Le poids en termes de vente représente 50% du marché. Les magasins bio représentent 45% du marché et ont un taux d'équipement de 88%. Et les magasins spécialisés vrac, fixes, itinérants ou sous forme de vente à distance, on dénombre aujourd'hui 700 points de vente en France, représentent en termes de vente 5% du marché. Et on note depuis l'année dernière, depuis 2 ans maintenant, les rayons vrac, ou en tout cas des produits vrac, se développer dans d'autres secteurs tels que la pharmacie, la parfumerie, des magasins en marque propre, la jardinerie, les animaleries et même le bricolage. Donc, toutes ces données de marché permettent en fait de faire grandir le gâteau, les acteurs et les consommateurs. Donc, les grandes familles de produits qu'on peut trouver aujourd'hui en vrac dans les magasins à dominante alimentaire sont l'épicerie sucrée, l'épicerie salée, le liquide alimentaire, les cosmétiques, les détergents et l'animalerie. D'un point de vue épicerie, on peut trouver donc les produits se présentent sous forme de silos ou de bac à pelle et on peut les avoir sous forme plastique transparent, on peut les avoir en verre, en inox et là on est sur un modèle réemployable où donc le magasin va venir nettoyer, désinfecter, laver ses silos selon des protocoles d'hygiène définis que notre association a défini et enseigne dans ses formations aux bonnes pratiques d'hygiène. Et là, vous avez en bas à droite un autre exemple de silos carton et bac à pelle carton dans lesquels les produits sont préconditionnés et le magasin en amont, chez un logisticien ou chez le fabricant, et le magasin va les recevoir et va venir les mettre en rayon et venir pluguer tout simplement un petit bec plastique. Donc là, on n'est pas sur du réutilisable puisque les cartons sont jetables et ils sont mis dans la filière recyclage carton. Et au-dessus, je vous ai mis un exemple de moulin à oléagineux qui va permettre de faire des pâtes à tartiner. Donc ça, c'est un type d'exemple de distribution de ce qu'on peut avoir au niveau des produits secs. Au niveau des produits liquides, on peut avoir tout simplement le bag-in-box qui est mis sur étagère, ou on peut avoir des équipements de vente qui vont venir aider à presser le bag-in-box, puisque là, le bag-in-box se vide uniquement en appuyant sur le robinet.
Dans le système de gauche, vous avez un bag-in-box qui est mis dans le tiroir, dans lequel il y a une presse mécanique et qui fait qu'à chaque fois qu'on va venir appuyer sur le robinet, la presse mécanique va venir appuyer, compresser le bag-in-box pour faciliter la distribution du liquide. Ce type de système est très pratique quand on est sur des liquides très liquides. L'autre système que vous voyez avec les caissons blancs, le bag-in-box est mis dans le caisson sous air comprimé, ce qui va venir appuyer encore plus fortement et de manière homogène le bag-in-box et permettre de sortir plus facilement des liquides visqueux. Donc, on peut l'avoir pour des huiles très denses, par exemple, ou des lessives, etc. Et sur le DPH, donc droguerie, parfumerie, hygiène, donc c'est du liquide aussi, hein, on retrouve le fameux caisson blanc que je vous ai montré juste avant, et on peut avoir des systèmes de pompes volumétriques avec une balance intégrée qui va permettre au consommateur de venir tarer son contenant. Et une fois que le contenant est taré et qu'il a choisi son produit, le bec verseur va se débloquer, il va pouvoir se servir à la juste quantité. Une étiquette, il revient poser son contenant avec le produit et une étiquette sort et on vient la coller sur le contenant et on a un passage en caisse facilité. Et là, donc ces deux systèmes-là peuvent être faits à la fois pour le liquide alimentaire et non alimentaire. Et le dernier équipement de vente tout en bas, lui, par exemple, en revanche, n'est réservé que pour les produits cosmétiques comme les crèmes, les déodorants, les cosmétiques, les dentifrices. On va venir choisir sa quantité. On a également ici un système de pesée et de balance intégré qui va venir délivrer un ticket de caisse. L'année dernière, il y a eu le Covid et il était intéressant pour moi de pouvoir vous montrer ce qui s'est fait et où est-ce que la consommation en est malgré la crise. L'association a tout de suite pris les devants et a mis en place un certain nombre de pratiques d'actions pour sécuriser les pratiques. Donc, on a travaillé avec le ministère de la Transition écologique et solidaire pour développer une affiche qui reprenait les 4 gestes VRAC pour le consommateur à tenir pendant le premier confinement. Premier confinement, on n'avait pas encore assez de recul sur la propagation du virus. Donc, en tant que jeune filière, nous n'avions envie de prendre aucun risque. Et donc, nous demandions de venir désinfecter tout l'extérieur des contenants réutilisables avant l'acte d'achat, avant de pénétrer dans le magasin. Et nous demandions au magasin de venir désinfecter encore plus régulièrement, plus fréquemment que d'habitude, tous les points de contact des équipements de vrac, à savoir les manches des bacs à pelle, les poignées des silos. Et on demandait bien évidemment aux clients de porter le port du masque et de se désinfecter les mains. On a mis aussi en place un certain nombre de baromètres et de communication pour venir soutenir la filière, rassurer les consommateurs, rassurer les commerçants. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que l'ensemble de la filière s'est réorganisé et s'est adapté très rapidement pour pouvoir continuer à distribuer en vrac des produits malgré les contraintes sanitaires, malgré les contraintes de périmètre, et faire en sorte que la filière ne soit pas, qu'il n'y ait pas eu de coup d'arrêt sur la filière. Et toutes ces actions ont porté leurs efforts, puisqu'en fait, avant la crise, on était à 40% de citoyens qui déclaraient consommer en vrac. Premier mois du confinement, on a eu une consommation qui a été divisée par 2 parce que les citoyens étaient chez eux, ont principalement commandé en ligne ou dans un seul magasin, n'allaient plus à droite, à gauche. Et donc, du coup, le magasin dans lequel ils consommaient, s'il n'y avait pas de vrac, mécaniquement, ils ne pouvaient plus en acheter. À partir du moment où on a réouvert les périmètres pour aller faire ses courses, etc., la consommation a commencé à repartir. Et fin d'année dernière, on avait quasiment retrouvé notre niveau d'avant-crise. Donc, la filière, voilà, c'est une filière résiliente et qui aujourd'hui retrouve ses niveaux d'avant-crise. Et cette volonté-là, on la voit bien puisqu'en fait, les Français n'ont pas du tout perdu confiance dans le vrac et souhaitent toujours plus de produits en vrac. Donc 62% des Français, même ceux qui ne consomment pas en vrac, veulent plus de produits en vrac.
et ils veulent davantage de produits d'épicerie sucrés ou salés, de produits d'entretien, mais également d'hygiène beauté, des produits laitiers pour aliments pour animaux. Bref, ils veulent pouvoir faire toutes leurs courses en vrac. Et dans ces produits-là, ils veulent aussi pouvoir retrouver leur marque. Et c'est d'autant plus vrai chez les acheteurs de vrac. Donc, on sent voilà, un vrai engouement des Français pour avoir accès à un autre mode de consommation sur l'ensemble de leurs courses. Et maintenant, je vais vous passer le cadre législatif qui vient soutenir et renforcer la dynamique de ce secteur. Merci Célia. Je vais tourner les slides pour toi. Hein. Oui, ça marche. Donc, je vais vous présenter les avancées législatives. On va voir que le vrac est à peu près dans tous les tuyaux en ce moment. Et vous présenter aussi quelques-unes de nos recommandations, puisqu'au sein de Réseau Vrac, notamment dans nos formations HACCP et dans nos outils réglementaires, nous allons parfois plus loin que la réglementation. Et nous menons des actions de lobbying pour que nos recommandations, qui sont aujourd'hui des recommandations volontaires, soient inscrites dans la réglementation. L'objectif étant d'avoir un cadre législatif harmonisé et applicable partout de la même façon, notamment dans tous les pays membres de l'Union européenne. Et donc, le cadre législatif favorable, donc on a aujourd'hui quatre véhicules principaux qui nous permettent d'avancer dans la création de ce cadre. La loi AGEC qui a donc introduit la définition et le droit du consommateur d'être servi dans son contenant, le décret 3R, le projet de loi climat résilience et le projet de décret emballage réemployé issu de la loi AGEC. Donc, j'y reviendrai après plus dans le détail. Donc, toutes les actions que nous avons menées, tu peux passer la slide, Célia, de lobbying depuis la création de l'association ont eu deux objectifs. Le principal, c'était d'encourager la vente en vrac comme un mode de consommation durable et responsable, puisque les enjeux, c'est la réduction des déchets d'emballage primaire jetables, donc les emballages en plastique ou en carton jetables qui sont remplacés par des contenants réutilisables ou réemployables. Et l'autre objectif, c'est de réduire le gaspillage. Donc, on est sur un vrai mode de consommation durable et responsable qui a besoin d'être encouragé. Et le deuxième objectif, c'est de clarifier les règles d'information, d'hygiène et de traçabilité qui ne sont pas toujours très claires pour tous les acteurs. Alors, grâce à la loi AGEC, donc Célia vous a donné la définition de la vente en vrac qui a été introduite dans le Code de la consommation. Et qui repose donc sur des critères précis. Donc, l'absence d'emballage primaire. Le produit est présenté dans un équipement de vente, donc pas dans des emballages primaires. Et donc, la conséquence de l'absence de l'emballage primaire, c'est que le consommateur a le choix de la quantité qu'il va acheter. L'autre critère, c'est le contenant réutilisable ou réemployable. Donc, au lieu d'utiliser un contenant jetable, on va utiliser un contenant réemployable ou réutilisable. Et on va voir qu'avec le projet de loi climat et résilience, on va avoir un champ d'application plus vaste pour cette définition de la vente en vrac, puisqu'actuellement, la vente en vrac, elle est limitée au libre-service, c'est-à-dire les nouveaux rayons vrac. Donc, tout ce qui est service assisté à la coupe, donc charcuterie, fromagerie, boulangerie, n'était pas intégré dans cette définition de la loi AGEC. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était des métiers qui étaient déjà réglementés, qui n'avaient pas besoin de définir. Mais on s'est aperçu que le consommateur, les autorités, même les fédérations ne comprenaient pas pourquoi les services assistés n'étaient pas intégrés dans la notion de vrac. Et donc, avec le projet de loi climat résilience, on va voir que du coup, le vrac va s'étendre aussi à ces services assistés, à ces métiers traditionnels à la coupe, donc de produits frais principalement, et à la condition que on soit servi, le consommateur soit servi dans un contenant réutilisable ou réemployable. Donc demain, un charcutier qui vend une tranche de jambon dans un Tupperware, par exemple en plastique, eh bien, il fera du vrac. Par contre, s'il continue à vendre son jambon dans de l'emballage jetable, ce ne sera pas considéré comme du vrac. Donc, on a cette définition. Non, tu peux rester sur, excuse-moi, la slide d'avant. On a donc cette définition de la vente en vrac qui va donc être étendue aux services assistés avec le projet de loi climat résilience. Et dans cette définition, on a également fait introduire un principe qui est posé donc au L120-1 du Code de la consommation, que tous les produits doivent pouvoir être vendus en vrac, sauf motif de santé publique. Donc ça, c'était pour lever les freins
qui existent aujourd'hui dans certains textes européens qui interdisent de fait la vente en vrac de certains produits. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Donc, la DGCCRF travaille là, depuis septembre de l'année dernière sur un projet de décret qui vient lister donc, les produits qui ne peuvent pas être vendus en vrac. En fait, c'est les restrictions qu'on connaît au niveau européen. Le lait, les produits surgelés, les compléments alimentaires, les produits d'alimentation infantile. Aujourd'hui, ces produits ne peuvent pas être vendus en vrac parce qu'en fait, ils sont interdits par des textes européens. À noter que sur le lait, vous, producteurs, en fait, fermiers, vous avez la possibilité de vendre directement à la ferme du lait en vrac. Par contre, un détaillant, donc un intermédiaire, lui, ne peut pas vendre du lait en vrac. Pourquoi ? Parce qu'il y a une obligation qui est imposée dans le cadre du paquet hygiène, que le contenant du consommateur soit rempli dans le lieu où est fait le dernier acte de transformation du lait. Donc, ça va être la pasteurisation ou le traitement UHT. Donc, en fait, vous avez un avantage par rapport à des distributeurs intermédiaires puisque vous pouvez faire du lait en vrac. Par contre, effectivement, les détaillants ne le peuvent pas. Donc là, nous, on est en train de travailler avec les fédérations concernées, la Commission européenne, les autorités françaises pour faire lever ces restrictions et montrer qu'elles ne sont pas justifiées par des motifs de santé publique. On a déjà réussi à faire lever une restriction qui concernait les graines de chia. Il y avait un texte européen qui l'interdisait et on a fait lever la restriction. Donc, le texte européen a été modifié cette année. Pareil pour l'huile d'olive. Aujourd'hui, on a en France le seul pays qui permet la vente en vrac d'huile d'olive, mais on a juste une obligation pour le professionnel de vendre l'huile d'olive. Donc, il ne peut pas y avoir de libre service. Mais par contre, on peut servir le consommateur dans sa bouteille réutilisable. De la même façon, les produits sous SICO, donc tout ce qui est produit sous AOP, IGP, je pense notamment au riz de Camargue, aux lentilles du Puy, aux noix de Grenoble, au vinaigre de Modène, etc. On s'est aperçu que parfois les cahiers des charges de ces produits limitaient la possibilité de vendre en vrac ces produits. Et donc aujourd'hui, on a un article du Code rural qui impose au cahier des charges de prévoir les modalités selon lesquelles les produits peuvent ou non être vendus en vrac. Et donc, par exemple, pour le riz de Camargue, on a aujourd'hui une confirmation de l'ODG qui gère le cahier des charges riz de Camargue sur la possibilité de vendre du riz de Camargue en vrac. Et on travaille encore avec donc, les associations concernant ces produits et l'INAO. On a un rendez-vous en juillet là, pour continuer à travailler sur les autres cahiers des charges et voir s'ils ont ou non besoin d'être adaptés. Voilà, ensuite, on attend des règles spécifiques sur d'autres produits, comme des produits qui servent à faire des produits détergents, comme le percarbonate de soude, l'acide citrique, etc. Et ces règles seront probablement adoptées par voie d'arrêté. Bon, Célia, tu peux avancer. Voilà, donc en plus de la définition et de ce principe de libre commercialisation, on a aujourd'hui un article L120-2 qui confirme le droit du consommateur d'être servi dans son contenant, donc un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce contenant est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. Donc, dans un commerce où on sera en service à la coupe, dans un rayon trad où le professionnel sert le consommateur, le professionnel va avoir effectivement une obligation de vérifier si le contenant est visiblement propre et adapté à la nature du produit. Dans un rayon libre-service où il ne peut pas y avoir cette vérification systématique, il faudra un affichage en magasin qui informe le consommateur sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants. À noter que ces affichages pourront aussi être mis en place dans les rayons trad pour montrer effectivement qu'il y a un vrai transfert de responsabilité entre le magasin et le consommateur. Parce que vous voyez, dans l'article, on dit bien que dans le cas, c'est-à-dire dans le cas où le consommateur décide d'acheter en vrac, et dans le cas où il est bien informé des règles de nettoyage et d'aptitude des contenants, eh bien, il devient responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. Donc là, on peut passer à la slide suivante, Célia. On a effectivement une vraie consécration d'un droit pour le consommateur qui va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. On le voit encore, c'est un petit peu compliqué, même dans les rayons trad, de pouvoir se faire servir dans nos contenants. Pourquoi ? Parce que c'est un droit qui est très récent, qui a besoin de formation, donc notamment pour les distributeurs, etc.,
pour les consommateurs, des actions de sensibilisation, et aussi on a un besoin de standardisation sur le marché des contenants réutilisables ou réemployables, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les consommateurs utilisent un peu tout et n'importe quoi, et que les fournisseurs, finalement, ne mettent pas sur le marché des contenants qui ont vocation à être réutilisés ou réemployés. Donc là, nous, on est en train de travailler avec l'ensemble de ces filières pour avoir un marché du contenant standardisé, et notamment dans la partie cosmétique liquide, où on a une obligation d'affichage du protocole de nettoyage du contenant utilisé pour les cosmétiques. Et on a un groupe de travail en ce moment avec Cosmebio, EcoCert et Edencos, qui est une société de toxicologie, pour travailler sur cette standardisation des contenants pour la cosmétique. On peut avancer la slide d'après. Donc voilà, ça c'était encourager, clarifier. Donc aujourd'hui, nous, au sein de Réseau Vrac, on recommande un étiquetage plus complet finalement que la réglementation l'impose. Aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, que ce soit le vrac libre-service ou le vrac en rayon assisté, on est soumis aux mêmes règles d'étiquetage, c'est-à-dire des règles d'étiquetage très simplifiées. On n'a qu'un très petit nombre de mentions qui sont obligatoires finalement. Quand vous allez chez le charcutier acheter une tranche de jambon, vous repartez avec très peu de mentions. Mais le professionnel vous donne des informations sur l'origine ou sur la composition du produit, sur les allergènes, etc. Et bien sûr, le libre-service, on est soumis à la même réglementation, mais on n'a pas le professionnel pour nous aider puisqu'on est en libre-service. Et donc, au sein de Réseau Vrac, on recommande un étiquetage plus complet parce que le consommateur en a besoin pour notamment passer le cap et acheter en vrac. Et notamment, on recommande l'étiquetage du numéro de lot qui va rassurer sur la traçabilité, même s'il y a des obligations de traçabilité pour les distributeurs, mais ce numéro va rassurer le consommateur pour montrer qu'il y a un vrai suivi. L'étiquetage de la DLC ou de la DDM, qui aujourd'hui n'est pas obligatoire. Donc, on va recommander l'étiquetage de cette durée de vie secondaire, puisqu'on est sur un emballage ouvert. Et on travaille aujourd'hui avec Eurofin sur des protocoles de vieillissement pour un certain nombre de produits, pour que les fournisseurs standardisent également les études de durée de vie secondaire sur les produits qui sont vendus en vrac. Ensuite, on recommande notamment un étiquetage spécifique pour les allergènes parce que vendre dans un silo du riz à côté d'un bac à pelle où on va avoir de la farine, il peut y avoir une contamination par volatilité entre le gluten présent dans la farine et le riz qui est vendu en vrac. Donc, il faut faire attention à ce risque de contamination par volatilité. Il y a un étiquetage spécifique pour les allergènes à mettre en place. Et enfin, pour les distributeurs qui entretiennent les équipements de vente, nous recommandons donc un entretien, c'est-à-dire un lavage et une désinfection à chaque changement de lot. Mais là, on va plus loin que la réglementation et toutes ces recommandations que nous, on fait au sein de nos adhérents et au sein de nos formations, on souhaite les rendre obligatoires. Et alors, vas-y, Célia, on peut continuer la slide d'après. On a également des recommandations en termes d'équipement de vente, alors à la fois sur l'alimentarité, l'aptitude au contact alimentaire de ces équipements, mais aussi la praticité en termes de lavage et en termes de réemploi et de réutilisation de ces équipements. Il faut que les équipements soient adaptés aux caractéristiques physiques des produits. Quand vous choisissez un équipement de vente, vous n'allez pas forcément prendre le même pour vendre du riz ou pour vendre des granolas ou pour vendre de la farine. Et l'ensemble de ces spécifications que vous allez avoir quand vous allez avoir acheté un équipement de vente vont vous permettre de limiter les pertes de produits en magasin parce qu'on sait que c'est une étape sensible, l'étape du transvasement, et que c'est à ce moment-là qu'on constate qu'il y a le plus de pertes en magasin. Dans le vrac, on constate, parce que l'ADEME est en train de mesurer l'impact du vrac sur notamment le gaspillage, qu'il y a deux sujets qui entraînent du gaspillage au niveau du vrac. C'est le transvasement lorsqu'il est mal fait, le mauvais stockage qui peut entraîner des contaminations par des mites ou des charançons, donc des contaminations interlots. Donc, il y a des opérations de transvasement et de stockage à mettre en place conformément à des bonnes pratiques que nous, on a définies au sein de Réseau Vrac et qui vont avoir vocation à devenir de plus en plus obligatoires. Pourquoi ? Parce que, vas-y Célia, comme je vous l'ai dit, le vrac, le vrac est dans tous les tuyaux. Donc, dans le projet de loi Climat Résilience, on a maintenant, on va avoir des obligations qui vont être imposées, notamment au commerce de plus de 400 mètres carrés, d'augmenter les rayons
les rayons vrac. Autre slide, Célia. On a le décret 3R, maintenant c'est devenu un décret qui intègre les dispositifs de vente en vrac comme des solutions qui permettent aux metteurs sur le marché, mais aussi aux distributeurs de réduire, réemployer et réutiliser et d'atteindre leurs obligations en termes de réduction, réemploi et réutilisation et réduction. Et l'autre slide, le projet de décret emballage réemployé qui intègre également le vrac et dans lequel on va essayer d'obtenir effectivement aussi une définition du fameux contenant réemployable et réutilisable. Donc, vous voyez, le vrac est dans tous les tuyaux, avec encore des points réglementaires qui méritent d'être éclaircis, hein, comme on vous l'a dit. Vas-y, tu peux passer à la slide d'après, Célia. L'ADEME est en train de mesurer l'impact environnemental du vrac, l'impact sanitaire aussi. Le CNA, qui est le Comité national de l'alimentation, est en train d'écrire un projet d'avis sur le vrac à la demande des consommateurs. Et la FNOR est en train d'intégrer aussi le vrac dans son projet de label sur le gaspillage. Donc, vous voyez, le fait que toutes ces autorités s'intéressent au vrac, que le vrac soit dans toutes les réglementations, eh bien, en fait, ça oblige finalement le législateur à légiférer sur le vrac. Et donc, nous, notre objectif en tant qu'association professionnelle du vrac, c'est de faire en sorte que nos recommandations qui sont appliquées depuis 5 ans deviennent obligatoires. Et on utilise l'ensemble de ces outils législatifs et de ces études qui sont menées pour faire entrer nos recommandations dans la loi. Et voilà. On a tout le timing. Merci beaucoup, Célia et Lucia, pour cette présentation. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment dans le chat. C'est que tout le monde a été en train de suivre sérieusement. Alors, il y a une question. Vous pouvez peut-être ouvrir votre micro si vous préférez ou si c'est plus simple. Édouard, je crois. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Ouais, je ne capte pas très bien. Bonjour. Moi, j'ai une question, oui. Je veux vendre de la moutarde en vrac. Et j'avais comme idée d'utiliser un pouce-pouce qu'on voit parfois dans les selfs, les restaurants collectifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Célia, si tu veux donner un peu d'infos sur le marché et notamment ce nouveau produit qu'on voit arriver. C'est possible, ça se fait très bien, soit en pouce-pouce ou soit avec un équipement de vente un peu plus différent comme ceux que je vous ai montrés, mais on les trouve les deux parmi nos membres. Ouais. Après, nous, la seule recommandation qu'on va avoir sur des produits qui sont vendus à température ambiante, mais qui vont être à conserver au frais par le consommateur, c'est donc de bien demander à votre fournisseur de faire des tests de durée de vie secondaire et d'étiqueter cette date pour le consommateur, ou en tout cas de lui donner l'information jusqu'à quand il peut consommer le produit et dans quelles conditions le conserver. Et faire attention aux fournisseurs qui vont vous recommander des dates très très courtes, du type 3 jours, parce qu'on sait aujourd'hui que les fournisseurs ont tendance à mettre ceinture et bretelles pour éviter les soucis, mais en fait ça entraîne à la fois le fait que le consommateur ne va pas acheter ce produit-là en vrac, parce que pour consommer de la moutarde dans les 3 jours, il faut quand même en acheter une très petite quantité. Ou alors, ça va entraîner du gaspillage alimentaire parce qu'en fait, le produit, il est consommable au-delà de 3 jours. Mais c'est juste que les fournisseurs ne mènent pas forcément ces études de durée de vie secondaire et que vous, en tant que distributeur, circuit court, je vous invite à les inciter à faire ces tests. Vous parlez de tests de durée de vie secondaire, c'est bien ça? Tout à fait. Oh là là, connexion instable. Oui, c'est bien ça. C'est des tests de durée de vie secondaire. C'est des études de vie qui permettent de justifier jusqu'à quand le produit peut être consommé une fois qu'il n'est plus emballé, en fait, ou que son emballage est ouvert. Ok. Alors, c'est moi le producteur de moutarde. Donc, très bien. Je vais me débrouiller avec moi-même. Je dois faire ces tests vers des laboratoires spécifiques. Oui, voilà. Utilisez vos laboratoires habituels, ils connaissent. Et sinon, vous leur demandez d'entrer en relation avec Réseau Vrac.
Ok, On a un groupe de travail en cours et la moutarde, la mayonnaise, le ketchup, ça fait partie des produits qu'on est en train d'analyser. Merci. ok. Alors, je vois une deuxième question. Merci beaucoup. Merci. Comment faire du vrac avec des produits frais, escargots farcis et de DLC courtes? Est-ce que c'est possible? Alors, en service assisté pour les escargots farcis ou en libre service? Alors, c'est une question de Lucie. Si Lucie veut prendre la parole, je pense que c'est une productrice d'escargots à la ferme. À mon avis, elle veut les vendre en service assisté, j'imagine. Oui, en service assisté, oui, ou c'est moi qui servirai les gens, voilà. Et aussi, il y a un problème pour les quantités, parce qu'en général, je les vends à la douzaine. Alors, est-ce que ça rentre dans le vrac? Alors, normalement, le vrac, il faut que le consommateur choisisse la quantité dont il a besoin. Donc, si vous les vendez à la douzaine, on ne sera pas dans du vrac, mais vous serez dans de la vente de produits sans emballage. Utilisez bien un contenant réutilisable ou réemployable, pas quelque chose de jetable. Et vous serez en service assisté. Donc, il n'y a rien qui interdit la vente d'escargots en service assisté, à ma connaissance. D'accord. Mais le fait qu'il n'y ait pas de protection, que ce ne soit pas emballé, tout simplement, est-ce que ça va réduire la DLC? Il faut que vous meniez des tests. C'est pareil que pour la moutarde, il faut mener des tests de durée de vie dans les conditions de vente et jusqu'à l'arrivée chez le consommateur. D'accord. D'accord, très bien. Merci. Merci. Moi, je vais prendre la suivante. Existentielle des silos opaques. Ben, typiquement, ce que je vous ai présenté en carton sont des silos opaques. Est-ce que Iris veut On a aussi en aluminium. Oui, bonjour. En fait, non, il s'agit pas d'un liquide, en fait. Justement, je précisais ma question, justement. Il s'agit de spiruline. Donc, en fait, ce sont soit des paillettes, de la poudre ou des comprimés, sachant que c'est pas un département complément alimentaire, c'est vraiment sous forme d'aliment. Et en fait, l'objectif, c'était de trouver un contenant qui puisse éviter, qui puisse conserver l'hygrométrie et à l'abri de la lumière. Ça, il faut voir avec les équipementiers qu'on a au sein de l'association, parce qu'effectivement, pour les épices, il y a des petits équipements de distribution particuliers. Après, ça peut être peut-être tout simplement des boîtes à thé qui sont fermées hermétiquement et opaques à l'abri de la lumière. Et dans ce cas-là, c'est un service avec une petite pelle en inox. Ouais. Il y a plusieurs typologies, ce n'est pas forcément un silo, c'est à étudier. Effectivement, ouais. Très bien. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en profite, moi j'en ai une concernant les magasins de producteurs. Est-ce que des magasins de producteurs ont investi dans de la vente en vrac? Est-ce que ça existe? C'est en cours. C'est en cours, oui. Il y en a qui en ont déjà et je crois qu'il y a certains réseaux qui commencent à développer des rayons vrac. Alors oui, moi j'aurais peut-être une petite précision. Il y a une vraie appétence aujourd'hui du consommateur qui a l'habitude d'acheter vrac pour les produits de qualité, pour les produits locaux. Célia, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on a quand même beaucoup parmi nos commerces spécialisés vrac de commerces qui cherchent à s'approvisionner en local. Donc il y a une vraie synergie entre vrac et local. Vrac et qualité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que du vrac de qualité et du vrac local, mais en tout cas, on sent une vraie synergie à la source, à l'origine déjà. Et on voit dans le cadre de l'étude de l'ADEME que pour certains produits, pour que le vrac d'ailleurs soit véritablement impactant d'un point de vue environnemental, il faut privilégier vraiment le local, associé local et vrac. Donc moi, pour des producteurs comme vous de circuits courts, je pense que la vente en vrac, c'est vraiment une modalité de vente qui vous correspond à 10 000%. Quoi. Donc, dans le sens où les producteurs peuvent devenir fournisseurs de magasins qui proposent du vrac, c'est ça? Ou les vendre directement chez eux. Donc, s'ils ont un point de vente chez eux, que ce point de vente soit vrac, ça me paraît vraiment tout à fait logique. Quoi.
et avec la longueur d'avance sur le lait, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Oui, en plus. Donc, les produits de producteurs qui sont les plus faciles à mettre en place aujourd'hui, ça va être des produits plutôt secs, du style lentilles. En fait, pour les produits frais, aujourd'hui, vos adhérents sont surtout en service assisté. Donc, ils continuent à faire ce qu'ils font. Simplement, ils utilisent des contenants réutilisables ou réemployables. Par exemple, la barquette de salade carottes râpées ou j'en sais rien, je ne sais pas si vous faites ça, vérifiez auprès de votre fournisseur que c'est bien une barquette réutilisable et réemployable. Là, vous serez bien dans du vrac. Ou alors, vous remplacez ces barquettes plastiques par des barquettes en verre ou en plastique plus rigide. Voilà. Ensuite, remplacez les sachets Kraft par des sacs en tissu, notamment pour les fruits et légumes. Et après, pour tout ce qui est sec, effectivement, tout ce qui est cosmétique aussi, voilà, partir sur des équipements de vente adaptés. Mais tout est quasiment vracable, hein, on le voit, hein, il y a plein de nouveaux produits qui arrivent. Donc, tout est vracable. Le point pour nous de vigilance, c'est maîtriser la réglementation, maîtriser les bonnes pratiques d'hygiène et trouver les bons équipements de vente. Tout ça, vous l'avez au sein de l'association Réseau Vrac pour vous faire gagner du temps et vous mettre en accord avec les exigences légales et sanitaires. Et ensuite, voilà, vous avez la chance d'avoir déjà les produits. Maintenant, il faut trouver le reste et les bonnes adéquations. Je vois qu'il y a une question de Sylvain sur la balance. Alors, effectivement, pour le vrac, on l'a vu, hein, il faut que le consommateur ait le choix de la juste quantité. Donc, la solution la plus classique, c'est d'avoir une balance dans le point de vente. Donc, une balance qui soit dédiée à l'alimentaire et une balance qui soit dédiée au non-alimentaire si vous faites les deux. On ne mélange pas les deux. Une balance que le consommateur va utiliser pour tarer son contenant et acheter son produit. Donc ça, c'est la solution la plus simple, la plus classique. Les balances, elles sont homologuées, donc elles sont contrôlées tous les 2 ans. Elles ont la petite vignette verte pour montrer qu'elles sont bien aux normes. Ensuite, il y a des dispositifs plus, élaborés ou avec des systèmes de pesée intégrés qui doivent être certifiés, effectivement, notamment pour vendre du liquide à la juste quantité. Mais voilà, c'est des solutions qui sont donc plus élaborées, donc plus chères, avec plus d'électronique. Effectivement, là, Sylvain parlait de distributeurs automatiques type casier qui se développent aussi beaucoup. Donc là, l'idée de mettre une balance qui fonctionne toute seule à l'intérieur d'un distributeur automatique, je ne pense pas que ce soit vu encore. Non, il y a des silos connectés où ils se développent, mais rien n'est encore totalement abouti. Au moment où vous appuyez, on se passe de l'étape de la tare du contenant et on voit en direct la quantité et le prix. Donc ça, c'est en train de se développer, mais ça se développe avec le silo carton que je vous ai fait en amont. Et ça coûte cher. Donc après, tout dépend si vous avez beaucoup de flux, beaucoup de clients, si les paniers moyens sont importants. Ça coûte de regarder cette solution, mais moi, je ne conseillerais pas d'investir dedans pour démarrer peut-être. Et pour la vente de lait cru, il n'y a pas de contre-indication sur la vente de lait cru à la ferme. Donc après, évidemment, il faut que on a toujours les obligations de résultat en termes d'hygiène et de traçabilité, et de sécurité alimentaire, mais le règlement n'interdit pas la vente en vrac de lait cru à la ferme. Oui, voilà. Et après, il y a des contraintes sanitaires que l'on connaît chez nous. Et... Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet de la vente en vrac, sur un type de produit en particulier ou la manière de le faire à la ferme ou dans un magasin multiproduit? Pas pour le moment. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va pouvoir clôturer cet atelier. Je vous remercie, Lucia et Célia, d'avoir été présentes avec nous ce matin pour ce sujet nouveau, encore pour nous en tout cas, mais effectivement avec des belles perspectives de développement, je pense, pour les producteurs en circuit court qui peuvent être soit fournisseurs
de magasins qui développent déjà le vrac ou qui peuvent effectivement développer le vrac eux-mêmes à la ferme dans un petit magasin ou un magasin qui peut prendre de l'ampleur en proposant divers produits de d'autres producteurs. Voilà, écoutez, je vous remercie. Merci. À très bientôt. Belle journée à tous. Au revoir.